c'est un défi au Makedima. Donc il y a un compte fini. Nere bininga bokki tongobi. Hali un mètre carré nara, il sera indemnisé pour qu'il y ait un volé parce que c'est pas le nara. Ici, il est prévu la création de plus de 3000 emplois, la réalisation d'infrastructures de base au bénéfice des populations riveraines, faire profiter directement aux Guinéens les retombées des ressources naturelles est une autre vision du chef de l'État, une vision qui donne espoir à une population qui attendait depuis plus de 50 ans. Retour sur le plateau de l'émission Investir en Guinée qui aujourd'hui reçoit M. Fadi Wassini, qui est en même temps consul honoraire des Pays-Bas en Guinée. Nous aurons l'occasion d'y arriver. Alors, en matière de création d'emplois, de création de richesses, quelle est votre place sur l'échiquier national? Bon, vous savez, à l'origine, la société UMS, disons, a eu une expansion rapide dans les transports. Mais nous avons tout de suite constaté qu'il est difficile d'avoir une expansion sans impliquer le personnel dans l'entreprise. Donc on a fait un vaste programme d'accession à la propriété à l'intérieur de notre société. Donc au départ, donc vous voyez, 60% de la flotte de UMS appartient à ses employés. De cette manière-là, nous avons un engagement de la part de nos employés qui est très très fort et on bénéficie de beaucoup de loyauté de la part de nos employés. Donc ça, cette idée-là m'habite toujours, même dans le développement minier. En conséquence, maintenant, dans le développement minier, nous cherchons à faire la promotion de beaucoup d'entreprises nationales, et notamment dans le transport et dans d'autres domaines. Et ce que je pense, c'est que donner des emplois, c'est très très important. Mais donner aussi de l'espoir d'une amélioration des conditions, c'est plus important. Parce que c'est l'espoir finalement qui va susciter cet engagement et cette dynamique, n'est-ce pas, que l'on cherche, en tout cas pour notre pays, pour qu'on puisse décoller économiquement. Il faut qu'il y ait quand même que les richesses créées soient diffusées à l'intérieur de l'économie nationale. Donc, on va dire, l'emploi, c'est plusieurs milliers d'emplois. L'ensemble de nos projets, donc UMS, c'est 1800 personnes. Le projet minier, c'est environ 3000 personnes. Donc, nous sommes aux alentours de 5000 employés. Tous nos sous-traitants, dans le transport, dans la construction, dans le génie civil, partout nous pouvons compter sur des compétences nationales, on compte dessus. Donc on ne voit pas beaucoup de sociétés étrangères qui viennent pour notre projet. C'est pas comme il est d'habitude, c'est pas dans le domaine minier, chaque société vient avec sa flotte de sous-traitants. Nous ici on essaie de trouver localement et ça se passe plutôt bien. Et en plus les sociétés nationales montent en niveau aussi, donc nous aussi on monte en niveau, et les choses vont vers des normes et des standards internationaux et nous en sommes très très contents. Il y a également impliquer les communautés. Il n'y a pas de développement minier sans impliquer les communautés. Il faut que les communautés soient complètement impliquées. J'étais hier à Boké et à Katogouma, n'est-ce pas? Je suis allé voir le calife, etc. Donc on a discuté un petit peu de quelles sont les perspectives de développement, n'est-ce pas? Les aménagements pour des nouvelles plaines agricoles, n'est-ce pas? L'anacarde, le palmier, les plantes maraîchères, etc. Toutes ces choses-là, donc on est complètement impliqué également dans la vie sociale de la communauté autour de nous, n'est-ce pas? Tous les districts qui sont autour de nous. Il s'agit à peu près de 300 villages, n'est-ce pas? Donc ça aussi c'est très important. Si vous vous développez et que vous laissez sur les gens qui manquent du strict nécessaire, si les besoins élémentaires ne sont pas satisfaits, vous ne pouvez pas décemment… Ça fait un effet boomerang. Oui, c'est indécent premièrement, moralement, oui. Mais en même temps c'est contre-productif, c'est même inutile. Parce que finalement les gens, s'ils voient passer juste la bauxite et qu'eux ils sont là sur le bord de la route, ça ne peut pas marcher. Vous comprenez? Ça ne peut pas marcher. Il faut que les gens soient impliqués. Et en plus, il faut qu'au moins les besoins élémentaires, n'est-ce pas? Les urgences élémentaires, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès aux soins, l'accès à l'école pour les enfants, etc. Et aussi des emplois pour les jeunes, la formation pour les jeunes, tout ça, il faut qu'on y réponde. Parce que si on n'y répond pas, ces questions-là s'imposeront à nous. Il vaut mieux y répondre. Alors, dans cette réponse, qu'est-ce qui est posé à la date d'aujourd'hui comme acte dans la zone de Katogouma de Boké? Nous ne sommes qu'à la première année, n'est-ce pas, d'exploitation, donc on ne peut pas encore parler de résultats spectaculaires. Mais en tout cas, la volonté est là. La première chose, c'est qu'on a construit plusieurs centres de santé équipés.
On a des problèmes à les équipes maintenant, à avoir les médecins, mais ça, nous sommes en train de régler ça avec un peu l'administration. Nous avons construit un centre de formation. On compte construire un centre de formation avec la SCAD, vous savez, les militaires français, pour former les jeunes au métier de tout ce qui est, tout ce dont on a besoin pour ce genre de projet, c'est-à-dire électricien, maçon, mécanicien, etc. Donc, ça va être une très très grande école de formation. On a bien sûr construit plusieurs écoles, plusieurs puits, et maintenant nous allons aller vers réflexion des lieux de culte, n'est-ce pas, un aménagement de plaine. Il y a de vastes projets. Les projets communautaires ne manquent pas. Et on a vraiment une équipe qui est dédiée, vraiment qui fait que ça. Mais il y a encore beaucoup à venir. C'est que le début. Beaucoup à venir, justement, dans le domaine de la protection de l'environnement, puisque les mines, c'est un peu loin du port. Alors, les mines sont transportées par la route, il y a des problèmes de pollution, il y a des problèmes de sécurité. Comment ça se passe? Bon, d'abord, il faut rétablir certaines vérités. L'exploitation minière est considérée, à juste titre, comme une agression sur l'environnement, n'est-ce pas? Mais, disons, dans l'échelle des agressions environnementales, la bauxite est tout en bas de l'échelle, puisqu'il n'y a pas de transformation et il n'y a pas d'utilisation de produits chimiques. C'est un peu comme une carrière, en fait. Bon. Ensuite, vous savez, la bauxite est située sur des boés. Ce sont des petits monticules qui sont un peu arides, hein, ces boés. Donc, il n'y a même pas de chèvres ou de moutons qui sont là-bas, parce qu'il n'y a rien à paître. Il y a une cape en fer, très très dure, donc on ne peut même pas cultiver ces boés. Il y a une cape souvent de 2 mètres qu'il faut casser. Et après, vous avez la bauxite. Vous enlevez la bauxite. Quand vous enlevez la bauxite, quand la bauxite est terminée, vous tombez sur la terre végétale. Donc en fait, on part des boés. On enlève la bauxite, qu'on transporte entièrement. Donc il n'y a pas de résidus. Non, il n'y a rien qui... On a enlevé juste une partie, 4-5 mètres. En général, 5 mètres, on va dire. Après, on arrive sur la terre végétale. Lorsqu'on arrive sur la terre végétale, ça devient une plaine facile à aménager. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On fait l'anacarde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le palmier. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui paraît comme une agression, ça peut être quelque chose, une chance également. Une chance. Après, il y a les routes elles-mêmes. Bon, c'est vrai qu'il y a un transport par route. Donc, il y a, premièrement, tout un arsenal d'arrosage, etc., pour éviter qu'il y ait trop de dispersion de poussière, qui est très efficace. J'étais hier... et franchement, c'est très, très efficace. De plus, à côté des localités, par exemple, pour Katougouma, les 5 derniers kilomètres, c'est pavé. Donc, c'est du pavement. Donc, c'est-à-dire, là, c'est une route. Je vous invite à y aller. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est des pavés comme à Paris, vous voyez. Mais c'est très large. C'est une route de 50 mètres de large. Et nous allons maintenant, lorsqu'on passe à côté d'un hameau ou donc, on a identifié là où il y a quelques hameaux. Quand la route passe à proximité, on va paver également. Donc, en fait, on est très préoccupé. Il y a également une société canadienne qui va venir nous visiter, qui a un produit écologique qu'on peut mettre sur la terre pour éviter la dispersion de la poussière. Mais on attend pour voir, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Mais ce que je veux dire, pour répondre sur le problème de la pollution, c'est des pollutions limitées. C'est le prix aussi d'un peu de développement. Yeah. Vous savez pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. C'est pas ça, mais vous savez, l'Occident ne s'est pas développé en étant gentil avec l'environnement. Vous savez, c'est comme ça. C'est-à-dire, il faut. Sinon, si on veut rester extrêmement écologique, il faut qu'on reste dans nos cases. Mais on n'a pas envie de rester dans nos cases. Ouais. On a envie quand même d'avoir la télé, le frigo, l'électricité. On a envie d'avoir des voitures. On a envie d'avoir des motos, n'est-ce pas? On a envie de sortir, de voir des choses, de voir le cinéma. Si, on ne peut pas rester à l'état de nature. On veut aller à l'état de culture. On veut quand même se sortir de ça. Et on a le droit, comme les autres ont eu droit aussi d'un petit peu, en tout cas, agresser un petit peu, entre guillemets, la nature pour aussi se développer. Parce que là où les villes ont été créées, avant, il y avait des arbres. Mais bon, les villes sont là maintenant. On est content d'aller à New York ou à Paris. Donc, il faut qu'il y ait un petit sacrifice, mais on a quand même droit à notre part aussi de développement. Naturellement. Voilà. Alors, dans la zone de Bokeh où vous évoluez, il y a SMB, il y a GAC, oui. Il y a Russal, oui. Et puis il y a la CBG. Comment vous collaborez? Parce qu'à un moment, on parlait de mutualisation des infrastructures minières. Comment ça se passe? Bon, nous ne sommes pas beaucoup concernés par la mutualisation parce que la mutualisation concerne le chemin de fer qu'ils vont faire
le chemin de fer qui va rejoindre donc Kamsar et aussi le port justement de Kamsar, etc. Nous, on n'est pas trop concernés. Mais on va dire que les rapports avec la CBG et avec GAC, et avec Russal, bon, un peu moins, on n'a pas beaucoup de rapports pour le moment, mais avec GAC et CBG sont très bons. Au départ, bon, ils nous ont accueillis, vous savez, comme quand il y a un nouvel élève qui arrive dans la classe. Hein, on regarde qui c'est, on autoise un petit peu. Oui. Mais bon, maintenant, on est intégré dans la classe, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, est-ce que vous avez souvent des difficultés avec les collectivités? Ça peut arriver, et si ça arrive, comment vous faites pour résoudre? L'ensemble des mines du monde, en tout cas celles que j'ai visitées, et vous pouvez lire un petit peu partout, toutes les mines du monde sont confrontées au même problème. Un des problèmes, c'est toujours le problème communautaire, en tout cas, et la perception qu'ont les communautés du projet. C'est une chose naturelle. Pourquoi? Un projet minier, c'est un projet avec beaucoup de moyens, et des moyens techniques, et des moyens mécaniques spectaculaires. Le projet arrive dans un endroit complètement enclavé, c'est souvent dans les campagnes, ce n'est pas dans les villes les mines, c'est dans les campagnes. Il arrive dans un endroit rural, avec des populations relativement frustes, qui vivent dans souvent des conditions relativement... En tout cas dans la simplicité, on va dire. N'allons pas jusqu'au dénuement, mais dans la simplicité. Okay. D'accord. Donc lorsque ces moyens arrivent là, c'est un peu un choc. Il y a comme un choc de civilisation, toutes ces armadas de véhicules, de machins, etc. Donc il y a déjà il faut un temps d'ajustement, d'adaptation, de compréhension. Il faut établir un dialogue pour dire, bon, vous voyez, on arrive, bon, ça bouscule un peu vos habitudes, ouais. Donc nous sommes là. Voilà. Maintenant, comment on peut faire pour que qu'il n'y ait pas ce changement ne soit pas trop brutal, qu'il n'y ait pas de brutalité dans ce changement? Comment ce changement peut être bénéfique? L'emploi, les conditions de vie, etc. Donc il y a un dialogue qui doit s'établir et ce dialogue doit être permanent. Alors il y a des incompréhensions, parce qu'en même temps, lorsque les gens voient des moyens comme ça importants, ils ont beaucoup d'attentes. Ce n'est pas facile de contenir, en tout cas de satisfaire toutes les attentes. Ce n'est pas facile de contenir les demandes, ce n'est pas facile de satisfaire toutes les demandes. Petit à petit, avec la pédagogie et la compréhension, et aussi, il faut avoir le langage de sincérité, d'honnêteté, quand les choses sont possibles, quand les choses ne sont pas possibles. Donc, la pédagogie, pas la démagogie. Quand ce dialogue-là est franc et sincère, les communautés deviennent un rempart pour la société. Okay. C'est le contraire. Ce qui, au départ, est un handicap, devient un atout. Et c'est ce que je veux faire. Et hier, lorsque j'étais à Katogouma, chez le calife, et qu'ils m'ont fait la lecture du Coran, n'est-ce pas? J'étais très ému, très content, très fier. Parce que j'ai dit, voilà, je suis un fils aussi de Katogouma. Et ça, c'était une chose, c'est une joie qui est indescriptible. C'est plus que accomplir le projet. Lorsqu'on est accepté par la communauté, c'est une grande victoire. Ça, c'est important. Oui. Souvent, un problème se pose au niveau des sociétés minières, c'est le problème d'emploi des jeunes de la localité. Ils y tiennent souvent, mais ils n'ont pas la formation qu'il faut. Et il faut la formation pour travailler dans les mines. Comment vous gérez ces aspects? Je dirais qu'il faut qu'on traite ce problème-là avec beaucoup de lucidité. Les jeunes de la localité sont en droit d'espérer quand même de l'emploi. Parce qu'il y a quand même des emplois qui ne sont pas très qualifiés, qui peuvent quand même leur être dévolus. Il y a également des emplois où une petite formation, une petite qualification peut leur être prodiguée et après ils peuvent intégrer l'entreprise. Donc c'est un débat qu'on veuille tout rejeter en disant oui mais nous sommes... Bon, je pense qu'il faut un peu des deux. Mais il faut également un langage de vérité entre nous et eux. Vous savez, nous au départ, lorsque je suis arrivé à Katogouma par exemple, j'ai dit bon on va recenser tous les jeunes, on va les prendre. J'ai recensé, il n'y avait que 300 jeunes. J'ai dit ça c'est rien, je vais les former, on va les mettre dans certains départements, les moins qualifiés là, les plus qualifiés là. À la fin, je me suis retrouvé avec plus de 1500 jeunes. Oui, parce qu'il y a eu un trafic de permis de résidence,
Il y a des gens qui venaient de je ne sais pas où. Bon. Donc après, j'étais un peu perdu. Donc lorsque j'étais même là à Katougouma, on m'a dit oui, mais les jeunes. J'ai dit mais maintenant, je ne sais plus, c'est quels jeunes? Ils sont où les jeunes? Donc bon, vous voyez, il faut. Bon, tout ça, c'est des ajustements qu'on doit faire. Mais naturellement, beaucoup seront employés. Sinon, la plupart. Naturellement, s'ils ne sont pas employés, ils vont avoir des projets de soutien agricole, des projets de soutien pour la pêche, des projets de soutien pour le petit commerce ou le petit entrepreneuriat. Il y aura toujours quelque chose. Hein? Il faut un peu de patience, mais surtout un peu de vérité entre nous. Il faut qu'on se dise chaque fois la vérité pour qu'on puisse progresser. Si on commence à dévier, après c'est difficile, même pour l'entrepreneur, en tout cas pour la société, d'être efficace dans son intervention envers les communautés. Si on parlait maintenant de relations dans la société, les employeurs, la société, l'État, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous apportez à l'État guinéen? Bon, l'État, normalement, il doit être très très content de nous, hein, n'est-ce pas? Il faut un peu interroger la douane puisqu'on paye toutes nos taxes au cordon douanier pour une question de commodité. C'est-à-dire que lorsqu'on exporte la bauxite, le moment où les taxes sont exigibles, c'est au moment où la bauxite est embarquée. Donc pour ce faire, c'est pour ça qu'on paye à la douane, mais on paye donc toutes les taxes, la taxe d'extraction et la taxe d'exportation à la douane. Donc lorsqu'on paye, ce calcul, c'est SGS qui fait le calcul de la quantité et de la qualité, et c'est PricewaterhouseCoopers, donc 2 sociétés internationales, qui vérifient que le paiement est bien effectué à la Banque centrale en devise. Donc on paye environ 2,50 $ par tonne de bauxite. Donc comme on exporte environ, pendant l'année dernière on a exporté environ 1 million de tonnes par mois, donc ça fait 2,5 millions de dollars uniquement de taxes par mois en devise. Ensuite, tout ce que nous consommons, le carburant, etc., vous voyez, on paye un certain nombre de taxes reliées, n'est-ce pas? Et puis, il y a toutes les autres taxes de fonctionnement. Et puis, au cordon douanier, toutes les importations que nous avons amenées, alors là, c'est également des dizaines de millions de dollars. Enfin, nous rapatrions des grands montants en devises pour payer tous les salaires, les sous-traitants, etc. Donc tout ça irrigue l'économie de manière spectaculaire. Et c'est pour ça que le FMI a estimé que nous avions impacté positivement le PIB de 2%. Donc c'est des choses tangibles, réelles pour l'économie nationale. Monsieur Fadi, autre aspect, en plus d'être à la tête de ce consortium d'entreprises ou de sociétés qui font beaucoup dans l'investissement, vous faites également dans le diplomatique. Vous êtes consul honoraire des Pays-Bas en Guinée. Ça veut dire quoi? Bon, écoutez, je dois vous avouer que j'ai été extrêmement honoré et surpris lorsque le Royaume des Pays-Bas s'est intéressé à moi pour me proposer, puisque je ne l'ai pas sollicité, hein, je lui dis, bon, c'est pas par forfanterie, hein, c'est la vérité, je n'ai pas sollicité, mais j'étais plutôt approché par le Royaume des Pays-Bas pour en devenir le consul honoraire en République de Guinée. Alors pour des raisons simples, hein, c'est que UMS a été un contractant, un partenaire de Shell pendant longtemps, et UMS a été élu plusieurs fois meilleur transporteur de Shell sur le continent africain. Donc Shell comme étant une société des Pays-Bas, originaire des Pays-Bas, donc ils se sont renseignés pour savoir qui était le plus à même, le plus éligible. Ce sont dit que vous êtes un homme de résultats, c'est ça? En tout cas, vous savez, le monde, maintenant, les gens sont pragmatiques. Ouais. On cherche plutôt